Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview avec Philippe Lamberts, bonjour. Bonjour. Député européen pour Écolo. On va commencer avec le G7 qui se réunit ce soir à Bruxelles. C'est un G7 à la place d'un G8 pour punir la Russie, c'est ça l'idée ? Visiblement. Donc la Russie se place un petit peu en dehors, j'allais dire, du cercle des nations civilisées par les méthodes qu'elle pratique dans qu'elle considère comme son arrière-cour. Et donc je peux comprendre que les 7 autres aient décidé de se réunir sans elle pour décider peut-être d'une ligne commune. Donc c'est plutôt une bonne chose de se réunir à Bruxelles, première fois en 15 ans que le G7 existe, plutôt qu'à Sotchi avec Vladimir Poutine. Ah ça, je crois que c'est incontestable. Donc là, vous comprenez les chefs d'État. Ah tout à fait. Ceci dit, Bruxelles a déjà eu plus que sa part de sommets, donc on n'était pas nécessairement demandeur d'en avoir encore un. Il y a beaucoup d'autres belles villes en Europe pour le faire. Ouais. Est-ce que l'Europe peut réellement s'affranchir des relations économiques avec la Russie et notamment de sa dépendance énergétique, ou est-ce que finalement on va être obligé de négocier avec Vladimir Poutine et qu'on est un peu coincé ? Mais tout dépend de l'horizon de temps qu'on garde. Si on garde à très court terme, non, on est dépendant et donc ça nous place dans une situation difficile. Ceci dit, on a d'autres moyens de pression sur Vladimir Poutine puisque nous avons d'autres liens économiques. Mais il est bien évident que si on prend des sanctions économiques, ce sont des sanctions qui nous causeront des problèmes aussi. Je veux dire, prendre des sanctions qui ne nous font aucun tort, c'est difficile. Mais là, de nouveau, la question est jusqu'où voulons-nous aller dans la pression sur Poutine ? Jusque maintenant, ce qui a été pris comme mesure, je dis, si j'étais à la place de Poutine, je pense que je m'amuserais assez parce que ce sont à la limite des piqûres de moustiques, mais ça ne fait pas peur à l'ours russe. Donc des interdictions de circulation, quelques avoirs gelés, c'est anecdotique pour vous ? Tout à fait anecdotique. Si on commençait à s'attaquer au business de, par exemple, les grandes multinationales allemandes en Russie comme Siemens ou à la vente de 2 porte-hélicoptères par la France ou au fait que Londres est quand même la première place financière pour les oligarques russes, si on commençait à leur fermer la porte de ces contrats-là et de cette place financière-là, je pense que ça leur ferait mal. Mais évidemment, ça ferait mal aussi à des intérêts occidentaux. Ouais, vous n'avez pas mis dans votre liste les investissements russes dans l'acier wallon, par exemple ? Non, en effet, c'est également un investissement qui pourrait nous faire mal si des sanctions étaient prises. Ça veut dire qu'on n'est pas capable de sanctionner la Russie ? Ah, ça veut dire qu'il faut voir jusqu'où est-ce qu'on veut se faire mal économiquement si on veut réellement sanctionner la Russie. Ouais, on est quand même dans la voie diplomatique et on voit bien qu'on discute. Théoriquement, le dîner de ce soir, on va parler essentiellement de l'Ukraine. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'on est quand même proche d'une sortie de crise avec les Russes ou pas ? Mais je crois que les Russes, comme les Européens, comme les Américains, réalisent à quel point une radicalisation de la situation pourrait être au détriment de tout le monde. Et donc je pense qu'ils comprennent aussi qu'à terme, si l'Europe se rend indépendant des fournitures de gaz russe, ça va faire mal à la Russie parce que ce n'est pas les livraisons à la Chine qui vont, en tout cas à ce stade, compenser le manque à gagner pour Gazprom et les autres. Et donc, fondamentalement, je crois que du côté russe, on comprend bien qu'il faudra trouver un deal. Simplement, je pense que ce que Poutine veut, c'est faire un deal avec les Européens et les Américains dès qu'il aura obtenu l'effet accompli qu'il veut, c'est-à-dire probablement une fédéralisation de l'Ukraine, sinon la mise sous tutelle de la partie est du pays, sous tutelle de la Russie. Ouais. Et pour l'Union européenne, on continue à se rapprocher de l'Ukraine. On peut envisager, peut-être pas de les intégrer à jour, mais d'avoir des relations extrêmement fortes. Mais qu'on ait des relations avec l'Ukraine, ça me semble naturel. C'est dans le voisinage immédiat de l'Europe. Ceci dit, l'Ukraine est encore très loin d'être une démocratie où règne l'état de droit. Vous savez, on a assisté à une succession d'oligarques, tantôt proches de Moscou, tantôt proches de l'Union européenne, mais ce sont quand même des oligarques d'abord. Vous savez, le roi du chocolat qui aujourd'hui a été élu président, ne peut pas être vraiment qualifié d'un grand démocrate au sens occidental du terme. Et donc, très franchement... donc l'Ukraine dans l'Union européenne, c'est pas pour tout de suite. Ah non, certainement pas. Ouais. Est-ce que ce sommet à Bruxelles, c'est un petit cadeau de départ pour Herman Van Rompuy ? Je ne sais pas. Ouais. Je n'ai pas pensé dans ces termes-là. Je vous pose cette question-là parce qu'Herman Van Rompuy est en fin de mandat. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Enfin, il a encore quelques mois à tirer quand même. Est-ce que vous estimez que c'est effectivement le candidat présenté par le groupe qui a eu le plus d'élus au Parlement européen, en l'occurrence le PPE, donc le groupe démocrate-chrétien, qui avait annoncé comme candidat Jean-Claude Juncker, qui doit avoir le poste de président de la Commission ? En tout cas, qui doit avoir la main pour se trouver une coalition au Parlement européen pour soutenir... Donc pas forcément Jean-Claude Juncker, mais le PPE doit être à la manœuvre. Non, je dirais Jean-Claude Juncker. Il faut quand même pas se foutre du monde, parce que dans la mesure où on demande à chaque parti de désigner une figure de proue pour la campagne, et donc une figure de proue dont la vocation est de devenir président de la Commission, dire ensuite, oui, tout compte fait, c'était pour rire, on va prendre quelqu'un d'autre, ça va pas. Donc, aujourd'hui, c'est le PPE qui est à la manœuvre et tout le monde le reconnaît, que c'est eux qui sont le premier parti, ils n'ont pas une majorité à eux tout seuls. Donc, à Jean-Claude Juncker
tête de file du PPE de se trouver une majorité au Parlement européen. Je pense qu'il l'aura facilement, parce que les socialistes ont déjà accepté. Mais le gouvernement britannique fait déjà part de ses réticences. Bien sûr, mais le gouvernement britannique, c'est le gouvernement britannique. Il ne faut pas l'unanimité pour désigner le prochain président de la Commission. Et les Britanniques devraient aussi savoir ce qu'ils veulent. Je veux dire, est-ce qu'ils veulent faire partie de l'Union européenne ou est-ce qu'ils ne veulent pas? Je veux dire, en disant eux-mêmes que peut-être dans 2 ans, ils sont sortis, je veux dire, le poids des récriminations de David Cameron, subitement, est nettement moins fort. Si ce n'est pas Jean-Claude Juncker qui est finalement le président de la Commission, ça veut dire que ce sera un recul ou une perte des parlementaires européens dans le bras de fer qui les oppose aux États membres. Écoutez, on a déjà vu... Ça fait longtemps que les députés essayent d'imposer le président de la Commission. Tout à fait. Et ça fait longtemps que ce sont toujours les conseils des ministres qui gagnent. En tout cas, je peux vous dire, nous avons encore eu réunion de groupe des Verts au Parlement européen hier. Notre position est très claire. Nous ne soutiendrons pas quelqu'un... Donc il est pour nous inenvisageable de soutenir quelqu'un qui n'ait pas été l'une des figures de proue de la campagne, donc Juncker, Schulz, etc. Ceci dit, ce n'est pas parce que nous n'envisagerions pas de soutenir quelqu'un d'autre que nous allons automatiquement soutenir Juncker. Certainement pas. Nous aurons une rencontre avec lui, mais bon, il incarne le PPE, c'est pas vraiment un candidat vert. Hein. Alors, bras de fer entre notamment la France et les États-Unis autour de BNP Paribas. C'est une banque voyou, BNP Paribas, ou pas? En tout cas, c'est clair que c'est une banque qui a voulu se faire, j'allais dire, plus grosse que le bœuf, mais en tout cas, elle a voulu aller jouer dans la cour des banques d'affaires, des banques spéculatives. Elle a développé un business avec des pays qui sont sur la liste noire des États-Unis. C'est pour cette raison-là que le gouvernement les a... notamment le Soudan et l'Iran. Le Soudan et l'Iran, oui. Et elle n'est pas la seule. Et HSBC a été condamnée pour avoir dealé avec les cartels de la drogue au Mexique. Il est logique que les autorités boursières américaines sanctionnent BNP Paribas? Je pense qu'ils ont une base légale pour le faire. La question est celle de la proportionnalité. Donc il va falloir examiner, par exemple, au regard de la sanction que HSBC a pris 1,9 milliard, dans quelle mesure les 10 milliards sont proportionnés. Autrement dit, est-ce que la taille de la fraude... Non, c'est plutôt 5 fois plus, c'est 1,9 versus 10. Et donc il faut voir si le montant des sommes qui ont transité par BNP Paribas en dealant avec le Soudan et l'Iran sont en effet 5 fois plus élevés que celles des HSBC. Si ce n'est pas le cas, alors on peut en effet se poser la question de la proportionnalité ou de la justesse de la sanction proposée par la justice américaine. Michel Sapin, ministre français, indique ce matin que la France est prête à réagir fermement pour protéger ses intérêts. C'est un peu un bras de fer. C'est un bras de fer, mais je ne suis pas de ceux... Les Belges sont un peu concernés. Évidemment, c'est une banque évidemment c'est la première banque active en Belgique. Ce que je constate, c'est que le gouvernement français continue à penser que ce qui est bon pour BNP Paribas est bon pour la France. Je pense qu'il ne faut pas confondre les choses. Ce qui est bon pour une grande banque n'est pas nécessairement bon pour l'État. Ceci étant, je pense qu'il faut revenir aux faits. Est-ce que oui ou non, les faits qu'a commis BNP Paribas justifient une sanction de cette taille-là, oui ou non? Et donc il faut examiner le dossier avant de prendre des positions en pointe en disant ceci est une action anti-française, etc., etc. Le dossier des banques, c'est le dossier sur lequel vous avez le plus travaillé dans le mandat précédent du Parlement européen. Ce sera toujours le dossier sur lequel vous investirez dans le mandat qui s'ouvre maintenant? Tout dépend quel sera mon rôle dans le nouveau mandat. Je suis candidat à la présidence du groupe des Verts au Parlement européen. Cette élection se dénouera mercredi prochain. C'était le poste de Daniel Cohn-Bendit jusqu'à présent. Et donc, si je reçois cette fonction-là, c'est évident que j'aurai moins de temps à consacrer à mes autres fonctions législatives. Ceci étant, s'il est un dossier que je continuerai à suivre, c'est celui des banques et en particulier de la séparation des métiers bancaires. Donc ça restera votre spécialité au sein du Parlement européen. Eurostat, organisme européen qui demande aux États membres, les uns après les autres, d'intégrer ce qu'on va appeler l'économie souterraine ou l'économie noire dans le calcul du PIB. C'est une bonne idée ou pas? Ça fait partie en tout cas de la création de richesse. Enfin, si on considère le PIB comme la création de richesse, ça fait partie de l'activité économique. Donc ce qu'on appelle l'économie noire, c'est la criminalité, la prostitution. Exactement. Mais donc la particularité de l'économie noire, c'est qu'elle est noire et donc on n'a pas les données. Enfin, vouloir l'intégrer dans les statistiques nationales suppose qu'on ait des statistiques à chiffrer, avoir une meilleure idée de l'activité économique d'un pays. Ceci étant, je pense que c'est un petit peu saugrenu de demander aux États de documenter de manière statistique quelque chose qui justement est de la fraude, voire du crime. Ouais, et les parlementaires vont laisser faire Eurostat ou ils vont s'inquiéter, interroger? Eurostat est un organe de la Commission. Nous allons certainement poser des questions à la Commission pour savoir quel est le raisonnement derrière cette position d'Eurostat. Alors, des questions Twitter, il y en a comme tous les jours sur le survol de Bruxelles. Je vais peut-être pas vous interroger là-dessus, même si vous êtes un élu originaire d'Anderlecht initialement. Absolument. Donc moi je suis dans l'axe de la piste 25 droite, donc je les entends passer, et en particulier les gros cargos, je les entends passer régulièrement, y compris la nuit, ce qui n'a rien de très agréable.
Il faudra un jour qu'on décide ce qu'on fait, mais avec un aéroport international situé à l'est d'une ville, sachant que les vents dominants sont à l'ouest, on sait qu'on va avoir des problèmes et à un moment, il va falloir trancher. Je pense qu'il faut objectiver les choses et il faut des trajectoires qui mettent le moins en danger la santé des gens et qui aussi minimisent les risques d'accident. Donc il va falloir objectiver. Je pense que c'est d'abord un débat de sécurité et de qualité de vie avant d'être un débat communautaire ou toute autre chose. Alors j'ai une question sur le congrès écolo de ce soir. Et est-ce que vous évoquez un échec personnel en ce qui vous concerne pour les écoutez, c'est pas un succès. Hein. On va pas aller prétendre que l'élection, y compris l'élection européenne, est un grand succès. Mon ambition personnelle était de garder les 2 sièges. Je n'ai pas réussi. Donc je ne prends pas ça comme un succès. Et donc c'est un échec. C'est un échec relatif peut-être, mais malgré tout, on a perdu à peu près la moitié de nos voix. C'est un échec pour tout écolo, que ce soit au niveau régional, fédéral ou européen. Nous n'avons pas réussi notre pari. Et donc je pense que nous avons des questions importantes à nous poser. Donc c'est un conseil de fédération. Ce sera l'occasion d'avoir un échange de vues sur ce qui cloche à écolo. Ça veut dire que la stratégie du parti doit être mise en cause ? Je pense qu'à la fois la stratégie, la manière de communiquer, les pratiques politiques doivent être remises en cause à l'intérieur d'Écolo. Ça veut dire quoi, les pratiques politiques qu'on a remises en cause ? C'est la manière dont nous gérons le pouvoir à l'intérieur d'Écolo. Ça veut dire la manière dont nous gérons une éventuelle participation gouvernementale. Ça veut dire énormément de choses. Nous en discuterons ce soir et il y aura encore certainement beaucoup de débats là-dessus. Il y a un échec, vous le dites vous-même, au Parlement européen, mais il y a aussi des échecs, ou en tout cas des pertes sensibles à la région wallonne, à la région bruxelloise, au fédéral. Ça veut dire que Écolo n'est pas candidat à monter dans les majorités ? Je pense que la sagesse recommande, après un échec électoral pareil, de revenir à ses fondamentaux et donc de reconnaître que si on a été défait électoralement, c'est à d'autres de gouverner, ne serait-ce que pour la législature qui vient, à charge pour nous de reconstruire la maison Écolo et d'en refaire une alternative crédible au parti que moi j'appelle de la pensée unique. Ouais, et donc ça veut dire que si on vous propose de faire la pointe dans une majorité parce qu'il manque quelques parlementaires, par exemple à la région wallonne, ce sera non. En tout cas, mon choix personnel est que Écolo doit rester dans l'opposition. Nous délibérons de tout cela ensemble. Mais en tout cas, ma position personnelle est qu'Écolo ne doit pas aller dans les majorités, que ce soit à la région ou au fédéral. Merci Philippe Lamberts d'avoir été l'invité de l'interview. Dans un instant, la suite des programmes sur Télé Bruxelles. Bon après-midi à tous.